Il y a des hommes que l'histoire oublie parce qu'ils lui ont fait trop peur. Ange Bidi Diawara est l'un d'eux. Né en 1941 à Sibiti, dans la région du Lekumu, au cœur du Congo-Brazzaville, pas le fleuve, la forêt, la terre rouge, la Louessé qui coule sans bruit entre les herbes hautes, c'est là que commence tout. Et Chikaya Utamsi, poète congolais, voix de cette même terre, a écrit ce que la forêt dit à ceux qui savent l'écouter. La forêt ne demande pas la permission. Elle pousse, elle étouffe, elle garde les secrets. Elle a vu passer les chasseurs et les fuyards, les maîtres et les esclaves, dans le même silence vert. Sibiti, 1941. Un enfant regarde les arbres. Il ne sait pas encore qu'il va brûler. Mais la forêt, elle, le sait déjà. 1960. Le Congo accède à l'indépendance. Dans les rues de Brazzaville, on pleure de joie, on danse, on croit que le monde vient de changer d'axe. Aimé Césaire avait écrit, des années avant, ce que cette joie contenait aussi de danger, cette tentation de s'arrêter à la fête. Attention à ceux qui font semblant de parler en ton nom. Attention à ceux qui crient « liberté » et tendent l'autre main derrière leur dos. Diawara a 19 ans. Il étudie les sciences économiques. Il lit tout. Marx, Fanon, Lumumba. Il cherche dans les livres les outils pour nommer ce qu'il voit dehors. Et ce qu'il voit dehors, Bernard Dadier l'a dit avant lui, depuis Abidjan, « Je te remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir. Blanc est une couleur de circonstance. Noir est la couleur de tous les jours. La couleur de tous les jours. » C'est ça que Diawara refuse de brader. Pas l'indépendance de papier, l'indépendance de tous les jours. En 1964, il pose les manuels. Il entre dans la Révolution. Entier, sans se retourner. Ange Diawara est un homme de corps autant que d'esprit. Maître en arts martiaux, officier d'une précision redoutable, il grimpe les échelons de la défense civile, cette milice populaire formée avec l'aide cubaine, plus disciplinée, dit-on, que l'armée nationale elle-même. Dans les rues de Brazzaville, il est populaire comme peu d'hommes politiques le seront jamais. La jeunesse le reconnaît. Les femmes du marché savent son nom. Les dockers le saluent. Ce n'est pas la popularité du notable. C'est la popularité de l'homme qui vit ce qu'il dit. Léopold Sédar Senghor a écrit quelque chose qui lui ressemble, même si les deux hommes n'ont jamais marché côte à côte. « Je veux me fondre dans tes bras, ô nuit plus maternelle que les mères nuits, qui fait taire toutes mes contradictions, avec toutes les contradictions perdues dans la forêt primordiale. » Mais Diawara, lui, ne cherche pas le repos dans la nuit. Il cherche la clarté, la dureté du réel. Il voit autour de lui ce que d'autres feignent de ne pas voir. Ces dirigeants qui ont fait la révolution dans les discours et gouvernent, une fois au pouvoir, pour un clan, une région, une coterie. Il lui donne un nom. Oligarchie bureaucratique militaro-tribaliste. Un scalpel conceptuel. Diawara dissèque avec une précision de chirurgien la pathologie du pouvoir post-colonial africain. Ces régimes qui se disent révolutionnaires et reproduisent la même machine de captation, simplement avec des visages noirs à la place des visages blancs. Chikaya Utamsi, lui, avait une image plus sombre, plus viscérale, pour dire la même chose. Mon pays est une lance dont on a retourné la pointe contre la poitrine de son propre peuple. Une lance retournée. C'est exactement ce qu'Ange Diawara décide de redresser. Le 31 décembre 1969, Marien Ngouabi proclame la République populaire du Congo. Parti unique. Marxisme-léninisme. Révolution officielle. Ange Diawara en est l'un des fondateurs. Il siège au bureau politique. 30 ans. L'une des figures les plus influentes de l'aile gauche. Mais très vite, le fossé se creuse. Diawara regarde Ngouabi et voit ce qu'il avait théorisé. Un homme qui parle révolution et pratique le tribalisme d'État. Qui distribue les postes selon l'origine géographique. Qui laisse l'impérialisme reprendre ses droits par d'autres chemins. Plus discrets, plus rentables. Frantz Fanon avait prévu cela. Il l'avait écrit avec la précision froide d'un prophète. D'après Fanon, Les damnés de la terre, 1961.
La bourgeoisie nationale se substitue à la bourgeoisie étrangère. Et comme elle n'a pas les capacités techniques de cette bourgeoisie, elle devient son commis, son agent. Elle réclame la nationalisation des commerces et non pas des structures. Nationalisation des commerces, pas des structures. Drapeaux nouveaux, chaînes anciennes. Diawara ne peut pas accepter cela. Il refuse de se taire. Il perd ses fonctions. On lui retire ses responsabilités. Il y a des silences qu'on te demande d'avaler, comme une médecine amère pour ta propre santé. Il y a des portes qu'on te ferme poliment en te laissant dehors avec tes certitudes. Ange Diawara n'avale pas. Il recrache. Et dans ce geste simple, toute la dignité du monde. Mardi, 22 février 1972, dans les casernes du bataillon d'infanterie, des éléments fidèles à Diawara se lèvent avant l'aube. L'objectif est clair, renverser Ngouabi. Reprendre la révolution par son autre bord, celui du peuple, pas celui des clans. Le mouvement s'appelle M22, comme le jour. Il échoue. Dans le chaos de la nuit, plusieurs conjurés perdent la vie. Franklin Bukaka, chanteur populaire, voix de la rumba congolaise, est tué. Prosper Matumpa-Mpolo, Eli Itsou, Franklin Bukaka. Il chantait le Congo profond, le fleuve, les femmes qui portent le monde sur leur tête. Il chantait la dignité des sans-noms. Ce n'est pas un hasard si les révolutions africaines ont leurs poètes parmi leurs morts. Ce n'est jamais un hasard. Aimé Césaire a écrit pour eux, pour tous ces noms qu'on efface. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir, la bouche de ceux qui n'en ont plus. Franklin Bukaka n'a plus de bouche. Ange Diawara, lui, est encore vivant. Il s'échappe dans la nuit. La forêt l'attend. La forêt congolaise, immense, impénétrable, ancienne, les accueille. Comme elle avait accueilli, des siècles avant, ceux qui résistaient à d'autres pouvoirs. Diawara marche, il se déplace, il pense. Et dans cette forêt, quelque chose d'inattendu se produit. Il écrit. Ce qui deviendra l'autocritique du M22, un texte lucide, sans complaisance, qui analyse les raisons de l'échec avec la rigueur d'un médecin examinant sa propre blessure. Car Diawara est capable de cela aussi, se regarder en face, reconnaître ses erreurs, comprendre que précipiter l'action sans la base du peuple, c'est écraser des graines sur du béton. Charles Nocan, poète ivoirien de la même génération, voix de la même impatience, avait dit « D'après Charles Nocan, violent était le vent, 1966. Je suis celui qui attend. Non pas dans la résignation, dans la certitude. Le vent violent finit toujours par plier les choses droites. Mais les racines, elles, tiennent. Les racines tiennent. » Diawara, dans la forêt, redevient racine. Il écrit pour les générations qui viendront après, parce qu'il sait désormais qu'il n'aura peut-être pas le temps de les voir. Dans la forêt, on n'a pas besoin de mentir. Les arbres ne demandent pas tes titres. La pluie tombe sur les généraux et sur les fugitifs avec la même indifférence royale. C'est là, peut-être, qu'on apprend vraiment ce que veut dire être libre, sous la pluie, sans nom, avec ses seules convictions pour abri. En avril 1973, le maquis est découvert. Ange Diawara est tué. Il a 32 ans. Les circonstances exactes de sa mort restent enveloppées dans ce brouillard que les régimes entretiennent soigneusement autour de leurs gestes les plus sombres. Ce qu'on sait, il ne s'est pas rendu. Ce que l'histoire retient toujours de ces hommes-là, non pas comment ils sont morts, mais pourquoi ils ont vécu. Chikaya Utamsi, lui aussi fils du Congo, lui aussi familier de cette douleur-là, a écrit ce qu'on dit aux morts qu'on n'a pas voulu voir partir. D'après Utamsi, le mauvais sang, 1955. J'aurais beau crier sur tous les toits que j'ai le sang mauvais de mon pays, les toits ne m'entendront pas. Mais la terre, elle, garde tout. La terre n'oublie rien. La terre garde tout. Après la mort d'Ange Diawara, son nom est interdit. Ses écrits circulent sous le manteau. Ses camarades survivants apprennent à se taire ou à partir. C'est le destin ordinaire des révolutionnaires vaincus.
être effacé d'abord, puis, lentement, ressurgir. Ce qu'Ange Diawara a laissé, ce n'est pas un pays libéré, ce n'est pas une statue sur une place publique. Il n'en a aucune. Ce qu'il a laissé, c'est une question, toujours vivante, toujours brûlante. À qui appartient vraiment l'Afrique indépendante? Quelque part à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Kinshasa, à Dakar, un jeune homme lit Diawara. Et il reconnaît dans ce qu'il lit ce qu'il voit autour de lui. Et il se met à penser plus clairement. C'est cela l'héritage. Pas les monuments, pas les dates officielles. La lucidité transmise. Senghor l'avait pressenti, cette transmission silencieuse, dans un de ses derniers poèmes. D'après Senghor, Élégie majeure, 1979. Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans le feu qui s'éteint, dans les herbes qui pleurent, dans le rocher qui geint, dans la forêt, dans la demeure. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans le feu qui s'éteint, dans les herbes qui pleurent, dans le rocher qui geint, dans la forêt, dans la demeure. Les morts ne sont pas sous la terre. Ange Diawara est dans la question posée à chaque génération. Il est dans le refus de se taire quand le silence est confortable. Il est dans la main tendue vers le livre interdit. Tu es mort à 32 ans avec la forêt pour seul témoin. Pas de cortège, pas de marbre, juste la pluie qui efface les traces et le fleuve qui, lui, n'efface rien. On dit que tu tenais encore debout. On dit que tu regardais droit. On ne sait pas ce que tu pensais dans ces dernières secondes. Peut-être rien, peut-être tout. Peut-être simplement, j'aurais essayé.